Dans la nuit électrique de toutes les grandes villes du monde brillent les néons d'une machine à chanter, le karaoké. Une machine à rêve bricolée en Asie au début des années 70. Sans distinction de pays, de classe, de race ou de culture, surfant sur toutes les vagues technologiques et musicales, le karaoké s'est imposé comme un antidote au stress, à la timidité et au spleen que génère notre monde. Aux Philippines, c'est une religion. Au Japon, c'est un maillon essentiel de la société et de l'économie. Partout dans le monde, ses adeptes se comptent désormais par millions. Le karaoké est devenu un élément clé d'une culture populaire globale, jeune et branchée. L'Europe du Nord, et particulièrement la Finlande, avec ses 2000 bars pour 5 millions d'habitants, a elle aussi succombé à la folie karaoké. Chaque année, en Scandinavie, pour les chanteurs amateurs, s'affronter au championnat du monde est l'ultime étape pour espérer devenir une star. J'ai répété la première chanson et j'avais la voix de quelqu'un qui vient de se réveiller, sans vocaliser. Pour moi, la compétition, c'est comme quelque chose de très difficile et même quasiment impossible. Et petit à petit, je me suis fait l'idée, et pourquoi pas moi? Et pourquoi moi, je pourrais pas? Et pourquoi je pourrais pas être là-bas? Et en fait, je peux donner tout, et même plus. La finale dans laquelle on est là, qui est une finale de karaoké mondial, tu te rends compte que personne ne vient boire et chanter en hurlant et seulement se marrer. Ils viennent démontrer jusqu'à quel point ils ont un certain niveau de chant et faire la meilleure performance qui soit. Je fais très attention à avoir mon style à moi. Que les gens se disent quand ils m'entendent chanter « Ah, ça c'est j'y vais », et pas une imitation de un tel. Aussi loin que je me souvienne, j'ai commencé à faire du karaoké en famille, à l'âge de 3 ans, avec un appareil qu'on avait à la maison. C'était juste une manière de s'amuser en chantant. Maintenant, le cadre a changé et permet aux gens qui veulent vraiment devenir professionnels de s'entraîner. Cette année-là, Raquel Pando, la chanteuse espagnole, devient championne du monde. Voici la toute première machine. Ça, c'est une bande infinie. On la fait démarrer. Ça fait jouer la musique. J'en ai fait 11 identiques au départ. Aujourd'hui, c'est la seule qui me reste. C'est tout monté à la main. Je l'ai conçu dans ma tête et je l'ai fait faire par un spécialiste. Et la boîte par un charpentier. Et là, on a les paroles qu'on va chanter. Au début, personne n'a chanté avec. Ils étaient trop embarrassés de chanter devant les autres, intimidés. Ceux qui s'y sont mis, par contre, ne voulaient pas lâcher le micro. Je jouais dans un club et j'étais batteur. Ça, c'est quand j'avais 22 ans. J'ai réuni les copains qui jouaient dans des groupes. Moi, comme je ne savais pas jouer, j'ai choisi les morceaux et j'ai changé les tonalités. Aucun morceau n'est dans sa forme d'origine. Les tonalités ont toutes été modifiées. Toutes ces modifications ont été faites exclusivement pour faire chanter. C'est ça, le karaoké. À partir de la première machine, chaque mois, j'en faisais 20 ou 50 nouvelles. 20 ans après, j'en avais environ 40 000. D'abord, ça a commencé avec les snacks qui se sont multipliés.
Autrefois, les gens allaient chanter sur les 8 pistes utilisées dans ces bars. Quant au karaoké box, ils sont venus après. Mais tout a commencé par les snacks. Ouvert tard dans la nuit, le snack, c'est le bar japonais populaire de quartier. C'est là que s'est développé le phénomène karaoké au début des années 70. Les habitants et les commerçants du quartier de Jujo, à Tokyo, s'y donnent rendez-vous 2 ou 3 fois par semaine pour boire et pour chanter les chansons de leur jeunesse, les enka. Ça parle des malheurs de la vie, mais de les surmonter à 2, c'est le meilleur. Ça rappelle des souvenirs difficiles. Et les partager, c'est agréable. Dans le enka, il y a tous ces sentiments à la fois. C'est ce que j'aime dans ces chansons. C'est l'esprit du Japon, l'esprit des Japonais. Moi, je ne chante pas encore du enka. Alors, quand je viens ici, ça me donne l'occasion d'écouter et d'apprendre des chansons qui ne sont pas de ma génération. J'aime bien ça. Le karaoké, ça n'existe pas depuis si longtemps. Avant le karaoké, nous, on chantait a cappella, en buvant, sans musique. Il y a une culture du karaoké. Le karaoké est venu naturellement, il est présent partout. On n'imagine pas vivre sans, ça fait partie de la culture. Ici, la patronne ne chante pas souvent. Mais si elle boit et que ça la met de bonne humeur, ça lui arrive de chanter. Je ne crois pas qu'on ait vraiment une culture du chant à la base. L'origine du chant japonais, ce sont des chants religieux, destinés aux dieux. À mon avis, la culture du chant, c'est le karaoké qui l'a créée. C'est une chanson de ma jeunesse qui donne la pêche. Ça me rappelle cette époque et ça me donne de l'énergie. Comme j'ai du boulot demain, ça me permet de me préparer à bosser dur. En quelques années, le karaoké est devenu un rouage essentiel du fonctionnement de la société japonaise. Il est pratiqué par tous dès le plus jeune âge. Il est très accessible 24 heures sur 24. Avec ses immeubles de 10 étages, ses 40 millions d'utilisateurs et un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros malgré la crise, le karaoké est toujours une fierté nationale. Au cœur de cette industrie, le salariman, l'employé de bureau japonais. Dévoué corps et âme à l'entreprise, chemisette blanche et pantalon noir, depuis 40 ans, le karaoké fait vibrer les cœurs d'une armée de travailleurs acharnés. À l'époque où l'économie était bonne, il y avait encore beaucoup de monde qui passait devant les gares du centre-ville à 10h ou minuit avant d'aller au karaoké. Parmi eux, ceux qui rataient le dernier train restaient chanter jusqu'au matin.
Les salarymen qui vont au karaoké viennent en groupe pour des fêtes, pour accueillir de nouveaux employés ou pour finir la soirée après un repas, avec le chef de section, le chef de département ou les employés. Ils vont tous ensemble au karaoké pour renforcer leurs liens. Au Japon, il y a ce qu'on appelle la nominication, ou communiquer en buvant, qui vient du monde de la nuit. Après le travail, on va boire avec ses collègues, on va dire du mal de la compagnie, dire du mal de ses patrons, on va se débarrasser de son stress. À la base, le karaoké est un endroit où on va chanter. Mais en fait, c'est avant tout un endroit où on va passer un bon moment autour de la musique. Dans un karaoké box, on peut chanter, danser, boire, manger. Et comme c'est du loisir musical, on a choisi aussi de permettre de jouer de la musique. J'ai travaillé dans une société japonaise et la pression sociale est telle qu'on travaille sans s'arrêter, sans compter ses heures, ce qui entraîne de vrais problèmes de communication. Et puis on va au karaoké et là c'est un choc, en tout cas pour moi, de voir ses collègues soudainement transformés. Ils se donnent en spectacle, libérés de leurs réserves et insoucieux de qui les regarde. Le boss peut être là, ça leur est égal. C'est devenu le lieu où on vient s'exposer. L'idée n'est pas de bien chanter, mais plutôt de chanter de toutes ses forces, avec autant d'émotions qu'on peut. Un des plaisirs du karaoké, c'est de se planter. C'est un moment de poésie où on se rend complètement disponible et ouvert aux autres gens présents dans la pièce. C'est donc vraiment comme une sorte d'espace poétique. Un lieu pour se découvrir, se montrer comme on est, délivrer des attentes de vos collègues de bureau et de la société japonaise en général. Dans cet espace peu éclairé, fermé, sans fenêtre, le temps lui-même semble suspendu. Car c'est dans les intérêts de l'établissement de vous faire oublier l'heure. Et on se retrouve complètement coupé de l'extérieur. Le karaoké est devenu au Japon comme une soupape de sécurité face à la pression sociale. Se libérer du stress, ça ne veut pas dire simplement qu'on se défoule. Le cortisol, une hormone du stress, diminue grâce au karaoké, comme l'ont prouvé des recherches scientifiques. Naturellement, la bouche est l'endroit le plus sollicité. Mais le cerveau est également sollicité. Et pour ceux qui se donnent le plus et qui donnent de la voix, leur capacité pulmonaire sera également augmentée. Quand elles arrivent pour la première fois, comme elles sont du quartier, elles vont venir en sandales, en jogging. Une fois qu'elles se sont mises à chanter ici, elles se font des amis et se mettent à faire attention à ce qu'elles portent, à se mettre du rouge à lèvres. On voit clairement que leur vie change grâce au chant. Au Japon, depuis quelque temps,
Les réunions de filles sont très populaires. Sans garçons, elles se parlent sans retenue. Pour s'adapter à ce boom, on a créé des salles pour femmes où elles peuvent discuter librement, des ladies' rooms. La japonaise championne de karaoké, Shieko Suzuki, fait partie de cette nouvelle génération de clientes aujourd'hui très convoitées par les industriels. Quand elle ne va pas bien, elle m'appelle pour aller au karaoké. On y passe toute la journée. En pleurant. Quand j'ai vraiment envie d'y aller, j'y vais la nuit. De minuit jusqu'au matin. Toute la nuit. Ça faisait un bail et ça m'a émue. Moi aussi. Les filles en particulier sont très attentives aux paroles. Quand on va au karaoké, on chante, mais on voit les paroles qui défilent. Il y a beaucoup de filles qui vont les lire et les apprécier. Je pense que ça, c'est très japonais. Moi, j'adore les chansons de dessins animés. C'est toujours celle-ci que je choisis. Bien avant que le karaoké ne devienne un des loisirs favoris d'une large partie du continent asiatique, les débuts du cinéma sonore sont marqués par les dessins animés et courts-métrages chantants. La célèbre Bouncing Ball apparaît dès la fin des années 20 sur les écrans américains. Son but, faire apprendre de nouvelles chansons et pourquoi pas faire chanter le spectateur. Vous êtes prêts? C'est à vous. So while the bouncing ball gives you the tempo, won't you folks all follow along? Ain't she sweet? See her coming down the street. Now I ask you very confidentially. Ain't she sweet? Oh, ain't she nice? Look her over once or twice. And I ask you very confidentially. Ain't she nice? Je pense que c'est en nous quelque chose de très fondamental. Nous aimons chanter. Il suffit d'observer un enfant pour sentir combien le désir de chanter est quelque chose de profondément humain. Et pour moi, c'est ce qui, à la base, explique cette popularité du karaoké partout dans le monde. Plus tard, au début des années 60 aux États-Unis, la télévision devient elle aussi boîte à chanter. Here on out, we're just gonna sing. You, me, and the gang. So let's hear you loud and clear, everybody. You're the cream in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'd be lost without you. Sur la chaîne NBC, l'émission de Mitch Miller, Sing Along with Mitch, devient le rendez-vous de la famille américaine modèle. When they hear a rumble on the floor, it's the big surprise they're waiting for. La mise en scène hypnotique du show provoque même des années plus tard une étrange vague d'hallucinations collectives. They knew the words were there just to reinforce their memory. Never was a bouncing ball. Why do you think that everybody thinks that there was a bouncing ball? Because there was in the theater, there was when the organ would teach you a new song in the theater. The organ would play, and there was a bouncing ball. Johnny Smith was a baker's son, looked around till he got his gun. He made it hot for the enemy, now he rolls his dough in the bakery. La recette magique de la machine à chanter se cache peut-être dans cet équilibre parfait entre les images karaoké et le texte des paroles qui s'animent. Depuis que l'écran est devenu le support idéal du karaoké, les industriels japonais travaillent avec un grand soin l'imaginaire visuel du miroir enchanté.
Nos équipements les plus récents vont aller chercher des images qui correspondent aux paroles dans un stock de vidéos. Par exemple, si la chanson évoque la mer à un moment donné, des vidéos de la mer vont apparaître de façon à ce que la chanson semble naturelle. On en tourne énormément et on place ces images dans notre système. Des scènes de cœur brisé, par exemple, ou des scènes de bonheur. On entre tout ça et le système va les chercher à volonté. Ça, c'est un prix. C'est le IG Nobel de 2004. Pour le recevoir, je suis allé à l'université de Harvard. Peace Prize. The Ig Nobel Peace Prize is awarded this year to Daisuke Inoue of Hyogo, Japan, for inventing karaoke, thereby... En 2004, Daisuke Inoue reçoit à l'université de Harvard un prix Nobel de la paix parodique. Chaque année, ce prix est décerné par de vrais chercheurs nobelisés. Dans la salle, quand ils ont prononcé le mot karaoké, les 1300 spectateurs se sont levés pour une standing ovation. Comme les applaudissements ne s'arrêtaient pas, je ne pouvais pas faire mon discours. J'étais plus populaire à l'étranger. The complete citation, not yet, whatever you have in mind. The complete citation says the prize is for inventing karaoke, thereby providing an entirely new way for people to learn to tolerate each other. Lors de ces 2 jours, j'ai fait une conférence pour expliquer pourquoi, au lieu de mettre plus de morceaux par cassette, je n'ai mis qu'un morceau par piste. Et j'ai fait en sorte que quand on appuie sur le bouton, le morceau commence 5 secondes plus tard. Avec un morceau par piste, au bout d'un tour, on revient exactement au début. Ça, je ne l'ai pas fait breveter, mais c'est la première raison pour laquelle le karaoké a eu du succès. Un karaoké Kezako. Vous pouvez en offrir un comme cadeau de Noël. Vous pouvez aussi en posséder un pour faire la manche de façon originale en période de fête. Je vous donne tout de suite la clé de l'énigme. Un karaoké, c'est un nom japonais qui signifie machine à chanter. Bon, là, on va y aller. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, les producteurs de musique pour karaoké souhaitent respecter davantage les artistes en faisant arranger et enregistrer les chansons par de véritables musiciens. La clé du succès, c'est de restituer à destination du chanteur amateur toute la musicalité de la version originale. Il y a cette image du karaoké qui est un peu ancienne, de cette mauvaise qualité. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On continue. On va spécialiser certains studios dans des sons plus modernes, électro, d'autres pour tout ce qui est country, donc à Nashville, etc. Plus voilà, utiliser les chanteurs et les studios qui sont spécialisés dans un style musical. Dans le milieu, certaines stars occidentales sont bien connues pour avoir développé une forme d'allergie chronique à ce genre. Difficile de les convaincre, ainsi que leurs éditeurs et ayants droit, d'adapter leurs tubes en version karaoké. Notre interrogation, c'est pourquoi ces auteurs qui refusent aujourd'hui ont-ils des dizaines, des centaines ou parfois des milliers de vidéos non légales qui circulent sur Internet et qui permettent aux gens d'aller chanter dessus. Et cela ne crée aucune valeur pour personne. Conscientes du succès débordant de la machine à chanter, les maisons de disques ont généralisé la production de vidéoclips graphiques mettant en scène les paroles de la chanson originale
disponible sur les chaînes officielles des artistes. La raison principale de cette création, c'est vraiment pour plaire aux fans déjà, pour être le plus possible présent en effet sur les réseaux sociaux, puisqu'on sait l'importance de ces réseaux aujourd'hui. C'est vrai que les lyrics vidéo, on permet de multiplier les points d'entrée, de rendre le plus de vidéos disponibles, parce qu'un clip à produire, ça coûte quand même très cher. La vidéo lyrics, au moins, on peut en produire plus facilement, à moindre coût, et ça permet aux œuvres, aux titres d'être présents sur YouTube. Pour les industriels japonais, sans le soutien de certains artistes reconnus, le karaoké n'aurait jamais pu devenir un phénomène de masse. À l'époque, le karaoké était relativement populaire, mais ce n'était pas un loisir établi comme aujourd'hui. Les chanteurs ne voyaient pas vraiment l'intérêt à passer dans un karaoké. Et comme à l'époque, on ne pouvait pas utiliser ou emprunter les vidéoclips, on devait tourner les images nous-mêmes, directement avec le chanteur. Ces images devenaient ensuite des vidéos qu'on passait derrière les paroles de karaoké. Aujourd'hui, le karaoké étant devenu un média culturel à part entière, la vidéo ne s'adresse plus à la seule personne qui chante, mais aussi à toutes celles présentes dans la salle. Il y a aussi des maisons de disques qui nous demandent de bien vouloir utiliser leurs vidéos pour le clip de karaoké. C'est dans un de ces immeubles à karaoké du quartier de Shibuya, à Tokyo, que Sofia Coppola a immortalisé une scène de son film culte, Lost in Translation. Le succès mondial du film déringardise définitivement l'image du karaoké pour les Occidentaux. Cinéma, jeux vidéo, Internet, jeux télévisés, la machine à chanter est désormais partout, alors que tout le monde rêve de devenir une star. Il y a des gens qui rentrent dans la boutique, qui me reconnaissent et qui me demandent si je continue à chanter, et ça a vraiment très bien marché, quoi. Tu la connais, tu travailles tous les jours avec elle, et tu sais que c'est une star. Et en fait, on apprécie beaucoup. Quand j'ai commencé à travailler avec elle, ma collègue de travail m'en a parlé. Ensuite, je l'ai écoutée chanter. Elle a une voix magnifique. Et sincèrement, on adore rester et l'entendre chanter ou jouer de la guitare. Parce qu'elle est incroyable quand elle chante. Donc, comme gérante, elle est très très bien. Mais alors, quand elle se met à chanter, elle est vraiment à un niveau incroyable. Elle mérite d'être connue. Quand j'ai vu les images, surtout celles du gala final, je me voyais et je me disais, c'est moi ça? J'étais transformé, je ne me reconnaissais pas. Quand on dit que c'est comme une autre planète, le karaoké, c'est comme un autre monde qui serait dans le monde de la musique. Nous, les chanteurs de karaoké, nous aimons ce monde. Et c'est pour ça que nous y sommes. Notre objectif final est d'être, même si c'est impossible, un Freddie Mercury, une Céline Dion, une Léa Michel. En fait, nous avons nos idoles, celles auxquelles nous aimerions ressembler demain. Mais aujourd'hui, on fait des apparitions dans des programmes de télévision, des concours, on chante dans les karaokés. On croit en l'étoile qui est dans chacun de nous.
J'ai commencé à chanter à 3 ans et j'ai eu mon premier prix. J'ai chanté toute ma vie en fait. Ou dans des théâtres, dans des concours, avec la famille, à la maison, avec les copains dans les karaokés. Raquel Pando, après sa victoire au championnat du monde, a enregistré sa première chanson originale. Le karaoké répond à un besoin qu'ont les gens de faire quelque chose de créatif, sans forcément être prêt à y passer beaucoup de temps. On va au karaoké, on hurle une chanson à plein poumon sans même en connaître la mélodie, et tout le monde s'amuse. Mais je crois que ça répond aussi à un autre besoin. Notre monde moderne est très obsédé par les questions d'authenticité, de sincérité et d'imitation. Et d'une certaine manière, le karaoké fait voler en éclats toutes ces catégories. Pendant quelques années, sans dépôt de brevet, la machine à chanter est orpheline d'un inventeur officiel. Elle apparaît à Manille à la même époque qu'au Japon. Elle se transforme, se perfectionne, pour épouser d'autres traditions musicales, embrasser d'autres cultures. Elle change d'identité et d'apparence pour s'appeler aujourd'hui vidéoké. Elle devient un élément crucial de la vie de 66 millions de pauvres. Aux Philippines, ses fans sont toujours plus nombreux et la vénèrent comme une idole. On dit, en exagérant un peu, qu'à Manille, il y a plus de bars karaoké que de toilettes. Le chant a toujours été présent dans la vie des Philippins. Le karaoké joue un rôle très important, et pas seulement comme loisir. On l'utilise aussi dans les cérémonies funèbres. La machine à karaoké ne crée pas seulement une détente, elle réveille aussi l'espoir. Elle vous apporte une impression de bien-être. Et en ce sens, elle crée un mieux vivre. En même temps, c'est un lieu social que nous devons prendre au sérieux, qui a ses rituels. Que vous soyez quelques-uns ou tout un groupe, si vous entrez dans un karaoké, vous êtes tenu de chanter. Je ne parlerai pas de religiosité, mais il y a bien une espèce de dévotion dans cette culture populaire qui accompagne le quotidien. Les gens affrontent toutes les réalités avec l'aide de cette machine à rêver. Autre figure majeure dans le succès mondial du karaoké, Roberto Del Rosario. Fabricant de pianos, homme d'affaires et grand séducteur, il fait de sa machine à chanter un produit de première nécessité pour la population. Il la décline sous toutes ses formes et l'adapte aux habitudes des Philippins. Okay, now Marvy, I will compose for you a song, but just give me 4 notes. From there, I'll create a song for you. Okay. Mi, ti, Si. re, fa. I'll play it Is that right? Mi, si, re, fa. Yeah. Mon père était avant tout un musicien. Et par amour de la musique, il avait créé une école qu'il avait appelée la Treble Music School. Dans un cours de chant, traditionnellement, le professeur vous joue d'abord des gammes,
Vous travaillez votre voix et ensuite, si vous en êtes déjà capable, vous chantez une chanson avec lui qui vous accompagne. Mais tout cela devenait très répétitif à la longue. Mon père s'est dit, pourquoi ne pas enregistrer la musique? Et il a mijoté dans sa tête cette invention, ou ce gadget, qui comprend la musique enregistrée, la section rythmique, les basses, le microphone et un système d'écho pour mettre la voix en valeur. Il a donc inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le karaoké, mais que lui appelait le sing-along system, système de chant accompagné. Bulilit est un mot tagalog pour désigner quelqu'un de tout petit. Et c'est effectivement très petit, compact et maniable. On peut l'emmener avec soi n'importe où. Là, sur cette photo, on voit une grosse machine. Les Philippins adorent recevoir. On faisait de grandes fêtes. Il fallait donc aussi quelque chose de puissant. À l'époque, ce modèle se vendait 8000 pesos. C'était très abordable. La psychologie des gens s'en est ressentie. Aujourd'hui, tout le monde se voit en chanteur. C'est vrai en tout cas des Philippins. Nous aimons nous produire en public. Nous ne sommes pas timides et nous adorons chanter. En 1996, Roberto Del Rosario commercialise la voiture enchantée. On utilisait aussi la machine en voiture. Mais tout le monde doit pouvoir chanter, y compris le conducteur. Ce produit s'est très bien vendu, surtout chez les Japonais, ils en ont raffolé. Au pays des reines de beauté et des princes charmants, la pratique appliquée du vidéoké pour la jeunesse des Philippines peut se transformer en ticket pour la célébrité. Beaucoup de comédiens, en particulier les comédiens transsexuels ou transgenres, qui sont nombreux dans ce pays, font leur début dans les bars à karaoké. Les jeunes d'aujourd'hui savent que pour devenir riches, il n'y a qu'un moyen, c'est d'être chanteur ou acteur, d'être dans les médias, le monde du spectacle. Et donc la première chose qu'ils font, c'est d'imiter des chanteurs qui se vendent déjà. JV Decena, le candidat philippin du championnat du monde, est un des rares à avoir entrouvert la porte de la célébrité dans son pays. Je passe le plus clair de mon temps chez moi, à m'entraîner avec mon karaoké personnel. En ce moment, je chante professionnellement. J'ai plus d'engagement, je fais des premières parties. Le championnat mondial de karaoké a été une bénédiction pour nous. Maintenant, on nous connaît. Dans une société très violente, la pratique du vidéoké peut déraper. Un tube planétaire mal interprété peut transformer certains bars de nuit en scènes de crime. Aujourd'hui à Manille, personne ne se risque à chanter la chanson My Way en public, depuis qu'elle a provoqué entre 2006 et 2010 une vague d'assassinats et de bagarres meurtrières. Aux Philippines, on a cette particularité culturelle un peu spéciale, où un regard peut tuer. Dans certains bars à karaoké ici, aux Philippines, vous avez plusieurs tables et des groupes de gens qui viennent spécialement pour chanter My Way. Un groupe A chante la chanson, puis le groupe B lui répond avec la même chanson. Ensuite, le groupe A recommence. Je ne peux pas chanter ça en public. À la maison, oui, je le fais. C'est vraiment une chanson superbe.
Les hommes ont coutume de chanter My Way à cause de ce que la chanson exprime. Cette chanson est une sorte de défi, une forme de triomphe face aux adversités de la vie. C'est une chanson plutôt macho. Je connais l'histoire depuis mon enfance. Mes parents, mes grands-parents nous la racontaient. My Way est toléré, mais uniquement en version punk, aux soirées anti-karaoké de la comédienne Rachel Arieff à Barcelone. Preuve que le karaoké appartient à la culture populaire, il a généré sa propre contre-culture. C'est mon costume emblématique d'anti-karaoké, avec la casquette anti-karaoké. Pendant mon anniversaire en 2004, quand je venais d'arriver à Barcelone pour vivre, on est allé à un karaoké du quartier. Et on a été tellement mal reçus. Et j'ai été si amère. Et en fait, l'idée m'est venue. Mais ça, je peux le faire beaucoup mieux. Je peux faire venir des gens, mettre de la musique, et je pourrais faire quelque chose, faire un karaoké très libre, très créatif, qu'on mette aucune limite aux gens. J'ai appelé ça anti-karaoké parce que quand je suis arrivée ici, la perception des gens jeunes avec qui je parlais, ils étaient très anti-karaoké. Ah non, on ne va pas au karaoké, c'est ringard, la musique est mauvaise, les gens se prennent très au sérieux, c'est pas drôle. Mais l'important, c'est que tu montes sur scène et que tu sortes de tes tripes et que tu fasses plaisir au public. J'aimerais beaucoup faire de l'anti-karaoké au Japon. C'est eux qui ont inventé le karaoké, les Japonais. Mais là-bas, ils le font dans des chambres, des petits espaces. C'est comme de la masturbation pour eux. Je suis jamais allée au Japon. J'aimerais voir comment ils réagissent, les Japonais, à cet anti-karaoké si exhibitionniste. Je crois qu'un des attraits du karaoké, c'est qu'il n'y a pas de règles imposées. On reste dans une atmosphère de démocratie où tout le monde est égal. Selon l'époque et le lieu, le karaoké peut signifier des choses très différentes pour les gens. Pour certains, c'est un hobby, une forme de loisir. Pour d'autres, c'est l'expérience de la liberté. En Chine, durant les années qui annoncent les manifestations étudiantes de 1989, le karaoké devient un outil clé de protestation du pouvoir. Je me souviens très bien que dans les années 80, quand il y a eu ce grand vent de changement en Chine post-maoïste, ce que nous chantions, c'était surtout des chansons occidentales, interdites par les autorités parce qu'elles polluaient les esprits. Pour les étudiants, le karaoké était vraiment important. C'était un grand moyen pour se rallier et faire entendre leur voix à travers le chant. On peut dire que la pratique du karaoké était une forme de contestation du régime autoritaire. Le succès universel de la machine à chanter n'est pas du goût de tous. Quelques mois avant sa disparition, lors d'une ultime provocation, Malcolm McLaren, ex-manager des Sex Pistols, déclare la guerre à la culture karaoké. All popular culture today, from Hollywood and all that means,
television, the media, even politics, accepts and goes to great lengths, I think, to promote the idea that it's cool to be stupid. For this world we live in today is no more, in my opinion, than a karaoke world, an ersatz society, which provides us with only the opportunity to revel in our stupidity and to be successful at doing just that. McLaren a employé le mot japonais karaoké qui signifie orchestre vide. Et je crois qu'il mesurait à quel point il est vrai que tout est possible. Son travail avec les Sex Pistols illustre à merveille le fait que n'importe qui peut devenir une pop star. Tout le monde peut rejoindre le club. Nul besoin d'être un musicien ou un chanteur de talent. Je pense qu'il en était très conscient et qu'il avait bien compris comment notre culture était en train d'évoluer. Dans une culture karaoké, le discours politique devient un pastiche, où la forme remplace le fond et le charisme la compétence. Come on, baby, don't you wanna go? Same old place, sweet home Chicago. Aujourd'hui, on voit Barack Obama qui chante avec les Stones. Je me souviens du président Clinton qui jouait du saxophone, ou de Tony Blair qui recevait très régulièrement à Downing Street les pop stars nationales. Tout cela est d'une force extraordinaire. C'est visuel, percutant. Et c'est ce dont on a besoin dans ce type de culture politique pour parvenir à se faire élire. Il y a un micro. Ah non, 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 non. Il y a un karaoké. Non, non. Nicolas Sarkozy, vous êtes obligé. Et c'est Gabriel en plus, facile. Il y a les paroles qui vont venir s'afficher comme un vrai karaoké. La diplomatie karaoké, comme la culture karaoké, est quelque chose qui se contente de rester au niveau des apparences. Il y a un manque. On cherche en vain un sens, une qualité qui ne sont tout simplement pas là. Quand un homme politique fait un discours et qu'il a un téléprompteur, ce qu'il fait en réalité, c'est du karaoké. Car ce n'est pas lui qui a écrit le discours, ce sont ses rédacteurs. Lui, son rôle, c'est de lire le texte et de le jouer. Et donc, c'est bien une espèce de prestation karaoké. Diana Ayres fait le tour du monde avec sa performance artistique Politaoké. Son objectif, débarrasser le discours politique de tous ses à côté médiatiques. Les transformer en version karaoké pour que le peuple se les approprie. J'adore le karaoké. J'adore toutes les formes de karaoké. Et même quand on déteste un peu, on continue à aimer ça. On y va pour voir. L'idée m'était venue. Que se passerait-il si on se mettait à faire des politiciens comme on fait aujourd'hui des pop stars? Devenir musicien est difficile, il faut de l'argent, une formation, des équipes. Et c'est un peu la même chose pour devenir politicien. Il faut de l'entraînement. Alors je me suis dit, et si je créais un outil qui mette ça à la portée de n'importe qui? Nous nous sommes donné un cahier des charges très strict. Proposer non pas des extraits, mais autant que possible les discours dans leur version intégrale. Et pour chaque discours, avoir aussi un discours du camp politique adverse.
C'est un projet très amusant, mais aussi très intéressant, parce que les gens se mettent à prendre conscience de ce que représente le charisme en politique. Le mieux, c'est quand une personne interprète un discours de quelqu'un qu'elle n'aime pas. La personne commence et on voit l'auditoire partir en vrille, parce que les paroles qu'ils entendent leur font horreur. Mais en même temps, ils trouvent sympathique la personne qui fait le karaoké. On peut oublier un instant qu'on est démocrate, républicain ou autre chose encore et venir ici passer un bon moment et se remémorer à cette occasion de quoi il s'agit essentiellement en politique, à savoir des gens. Loin des agitations du monde, Daisuke Inoue, à 74 ans, vit entouré de ses 7 chiens dans le sud du Japon. Chanteur nul, comme il aime à se décrire, Inoue n'a utilisé qu'une seule fois la machine à chanter, le jour de ses 59 ans. On est à Megamiyama, la montagne du dieu des yeux. Quand je vais à l'étranger, en particulier en Corée ou en Chine, il y a plein d'enseignes de karaoké partout. En plus de ça, j'entends la voix des gens qui chantent. Ça me touche énormément. Je vois que tout le monde s'amuse. C'est ce qui me rend le plus heureux. Avec le karaoké, 2 pays ne vont pas se disputer.